Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau CM. Donc, qui, je crois, je vais le poster avec un tout petit peu de retard. J'ai eu deux, trois problèmes, notamment par rapport à la recette de cuisine de la fin. Il fallait juste penser à acheter des bons ingrédients, ce que je n'avais pas fait. Voilà, donc restez jusqu'à la fin. De toute façon, je peux quand même voir qui a accès au cours. Et jusqu'à présent, il y a 16 étudiants, et c'est les 16 mêmes qui sont venus voir chacun des trois cours enregistrés. Donc celui-ci, je ne m'attends pas à un pic d'observation pour l'instant. Alors par rapport aux questions qui ont été laissées dans le feedback, vraiment n'hésitez pas à l'utiliser ce feedback. Moi je l'utilise pour reprendre les cours. Et d'ailleurs, par rapport aux quelques annotations que j'ai pu avoir, pas tant que ça, finalement tant mieux, ça veut dire que ça vous convient, mais par rapport aux quelques remarques que j'ai eues, j'essaie à chaque fois de corriger le tir. Donc moi ça m'aide vraiment parce que je suis pas spécialiste de ce genre de pratique. Et bah, c'est du boulot, ça s'improvise pas, ou en tout cas ça prend du temps de se former à ce genre de choses. Même le montage, je commence à m'y mettre doucement. Donc vous allez voir, il risque d'y avoir des petites coupures. Même vous avez vu la dernière fois, je fais un petit fondu en noir au noir pour ma recette, dont j'étais un peu fier. C'est tout naze, mais quand on n'a jamais fait ce genre de truc, on est content quand ça marche pour une fois. Il y a eu une question par rapport au cours de la semaine dernière, qui en effet était un petit peu long, je reconnais, et j'ai condensé deux cours en fait en un, et par rapport au fait de le faire en live. Bah, il se trouve que pour l'instant, quand même en majorité, même si en effet il y a que 5 personnes qui ont répondu au questionnaire, en majorité vous me demandez des cours enregistrés, ce que je comprends, et mettre en place un live, c'est un très gros travail, surtout si en parallèle il y a un chat. Ça durerait forcément plus d'une heure et demie, et ça demande une énorme préparation. Et pour 15 personnes, c'est un petit peu compliqué. Je pense que vous le comprendrez. Donc en revanche, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur les forums, à intervenir, à m'envoyer des mails. Pour l'instant, il y a une question sur le forum, donc soit je suis hyper clair, tant mieux, on va dire ça, soit sinon on va pas prendre les solutions alternatives, on va conserver notre hypothèse initiale. Van de Stade toute pourrie, mais bah écoutez, c'est le confinement, c'est dur pour tout le monde. Et sinon, c'est que voilà, donc vous osez pas, donc faut pas hésiter. Et pareil, s'il y a un problème, il y a la visioconférence. Voilà, après, je peux faire des séances de visioconférence. Si vous le demandez, on se donne une heure, un rendez-vous. Il y a les outils qui existent sur le MT, je crois. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on s'arrange. Il y a toujours un moyen de comprendre. Et vous avez pu remarquer en ce moment qu'en effet, les statistiques, c'est très important. Et vous avez vu qu'en fonction des volontés de chacun, on ne va pas utiliser les mêmes indicateurs, on ne va pas utiliser les mêmes calibrations. Il y a plein de choses qu'on va faire un peu dans tous les sens. Donc, continuez de vous renseigner et puis continuez de vous intéresser aux statistiques. Alors, aujourd'hui, on va parler donc les cours principaux, globalement, ils sont finis. Maintenant, on va vraiment parler de problèmes plus spécifiques c'est pour les trois derniers CM du semestre, parce qu'en fait, il s'agit déjà des trois derniers CM du semestre, parce que le semestre était raccourci d'une séance. Et donc, on va parler aujourd'hui de datation, de calibration radiocarbone et de l'approche bayésienne. Alors, je me doute bien que la datation radiocarbone, vous en avez entendu parler, vous êtes maintenant à L3 d'archéologie. C'est pas la première fois, théoriquement, que vous entendez ce terme, radiocarbone, calibration, de comment ça fonctionne une date. Il se trouve que ça utilise quand même des outils statistiques et j'ai pu me rendre compte, en participant à des colloques, en observant des communications, que beaucoup même d'archéologues en poste, au CNRS, parfois, enfin bon, pouvaient mal interpréter les indicateurs et pouvaient complètement se planter sur la signification d'une date. Et justement, c'est pour ça que j'aimerais revenir là-dessus, parce que c'est des choses qui en soi sont hyper importantes, qu'il faut bien maîtriser. Vous allez voir que c'est un tout petit peu technique, c'est pas si compliqué, mais c'est une suite d'opérations techniques. Donc ce qui fait que dans ce cours, en fait, on va commencer d'abord par décrypter une datation radiocarbone. Ensuite, on va en faire nous-mêmes. Vous allez voir, il y a un logiciel en ligne qui est très pratique. Vous aurez l'adresse en commentaire. Oui, je fais comme les youtubeurs maintenant. L'adresse en commentaire. Maintenant que je sais que ça marche, je peux en profiter. Vous aurez l'adresse en commentaire. Et je vais vous faire une petite démo sur une date, sur plusieurs dates, comment ça s'associe, etc., etc. Et puis, on va conclure par l'approche bayésienne. L'approche bayésienne, c'est un truc dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez des chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube, parce que c'est une approche qui devient un peu à la mode, et pas que en statistique. Parce que c'est une approche qui est à la base des statistiques, mais il y a des gens qui se mettent à l'utiliser d'un point de vue plus philosophique, pourquoi pas. Et c'est un type d'approche qui fonctionne un peu différemment de tout ce qu'on a vu en statistique. Moi, je l'applique pas nécessairement. Certains des outils sont quand même utilisables, et vous allez voir que notamment pour la calibration radiocarbone, c'est quelque chose d'hyper utilisé et en fait qui a son intérêt. Le problème c'est que c'est hyper compliqué, ce qui fait que je vais vous l'expliquer rapidement.
mais il ne s'agit pas de comprendre tous les calculs. Le but, c'est surtout de savoir à quoi ça correspond, comment le critiquer, pourquoi est-ce qu'on utilise une approche bayésienne pour venir calibrer des dates radiocarbone. Et il y a des logiciels qui font ça très bien pour vous. Mais pareil, c'est des choses qu'on verra à la fin du cours. Alors pour commencer, la datation radiocarbone. Donc dans l'ensemble, il est évident que vous savez forcément ce que c'est, surtout en fin de L3 comme je viens de le dire. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, j'en vois quelques-uns qui font de la tête, les vannes du confinement et de la solitude. Alors, si, bon, quoi qu'il en soit, je vais arrêter ça tout de suite. Bon, dans le doute, quand même, un petit rappel. Je vais pas fermer ma parenthèse, mais ce n'est pas grave parce que là, je lis mon écran en même temps que vous. Bon, un tout petit rappel parce qu'on ne sait jamais. Bon, globalement, une date radiocarbone, donc on va pas s'embêter avec l'effet réservoir, tout ça, on va directement y aller. Une date calibrée, ça ressemble à ça. Ici, on a AD 1300 à 1450. C'est sur le site de Washout 1, qui est un site dans le delta du Mackenzie, donc dans une des régions que j'étudie en fait, tout simplement. Donc vraiment tout au coin nord-ouest des territoires du nord-ouest au Canada, donc vraiment dans l'Arctique, à la frontière avec l'Alaska. C'est un très bon article d'ailleurs sur justement sur la datation de la migration des Tuléens, donc les ancêtres directs des Inuits. Ça, c'est si jamais ça vous intéresse. Vous avez ici en bas, là, vous avez Attends, si j'apparais comme ça doit être. Ouais. Bon, c'est pas grave. Vous avez donc en bas de la slide, vous avez la référence. Donc une date calibrée, on est tous d'accord, ça s'obtient pas comme ça. Ça s'obtient pas comme ça, c'est une suite en fait de mesures et de calculs, et puis il y a des filtres. En réalité, une date calibrée, une vraie date, c'est quoi? C'est par exemple bêta 20 12 83 AMSA, os de caribou, 450 plus moins 40, moins 17,8 pour 1000, 570 plus moins 40, et ce qui nous donne AD 1300, 1430. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, c'est là, la date calibrée en premier, c'est 1300, 1430, hein, pas 1300, 1450. Je le corrigerai dans le PDF que je vous mettrai. Et ça veut dire quoi? Alors déjà, on va le décrypter, vous allez voir, on va faire étape par étape. Bêta 20 et quelque chose, c'est le numéro de l'échantillon. Le numéro de l'échantillon, parce que vous savez que pour faire une date radiocarbone, on prend un échantillon qu'on envoie à un laboratoire. Donc cet échantillon daté, mesuré, il peut rentrer dans des bases de données générales, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une date qui correspond à tel truc, à tel endroit. Et le système de référencement international, c'est ça. On va d'abord avoir un code qui correspond au laboratoire. Ici, c'est Beta. Alors Beta, c'est un des plus gros laboratoires qui existent sur Terre en termes de datation radiocarbone. Et d'ailleurs, dans l'article, ils font mention de plusieurs dates et il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites chez Beta parce que, comme c'est un des plus gros laboratoires, c'est très cher. On reviendra un peu sur le coût des datations radiocarbone, ce qui explique beaucoup de choses. Donc on a quand même Beta Analytics. Donc Beta, c'est le code pour le laboratoire Beta Analytics. Ensuite, on a un numéro d'échantillon. Et dans ce numéro, on peut avoir la méthode. Et ici, la méthode, c'est l'AMS. Donc ça veut dire qu'on a utilisé un spectromètre de masse, et ce qui signifie qu'en fait, on prend des toutes petites quantités de matière, et les mesures sont aussi plus fines parce qu'on a un spectromètre de masse. Ensuite, on a le matériau. Parce que vous avez peut-être entendu, en tout cas j'espère que vous avez entendu parler de l'effet réservoir. C'est-à-dire qu'en clair, tout ce qui est marin vieillit un peu moins vite que ce qui est terrestre. Et donc, par rapport aux courbes qu'on a de calibration, ça ne marche pas toujours bien. Ensuite, on a la date radiocarbone brute, 450. Cette date radiocarbone, elle va dépendre de plein de choses, du matériau, de la machine aussi, du type d'échantillon. On ne va pas s'embêter avec ça tout de suite. Ensuite, on a le ratio carbone 12, carbone 13. Ce ratio, en fait, il vient nous indiquer le fractionnement du carbone présent dans l'échantillon. Pour aller très très vite, ça va nous informer sur la qualité et les calibrations à utiliser. Là, c'est pas très important. L'important, c'est de voir que surtout qu'on est dans des valeurs qui sont cohérentes par rapport à un matériau. Et il se trouve que 17,8 pour 1000, c'est cohérent par rapport à l'os de caribou. On est, si je dis pas de bêtises sur les autres mammifères terrestres, on est censé se situer entre 16 et 21 ou 23 pour 1000. Je suis plus sûr, c'est à vérifier, mais c'est à peu près l'idée d'avoir une date cohérente. Ensuite, on a l'âge radiocarbone conventionnel. C'est cette date-là qui va être la plus importante. Parce que cette date-là, c'est celle qui, quand on a fait tous les calculs et tous les tris, c'est celle qu'on peut associer au calendrier en date radiocarbone, c'est-à-dire à 1950. Ça, normalement, ça vous parle, si je dis qu'une date radiocarbone, c'est 1950 moins le présent, en fait. Quand on fait une date BP avant le présent, en fait, le présent, c'est 1950. Donc ici, en réalité, on a obtenu une mesure qui, par rapport à notre calendrier conventionnel international de datation radiocarbone,
est de 570 plus moins 40, c'est-à-dire 570 ans plus moins 40 avant 1950. Et enfin, on a une date calibrée à 2 sigma, et cette date calibrée nous donne AD 1300-1430. Alors par rapport aux remarques que j'ai eues sur le feedback, en effet, il y a que je parle trop vite, et là je le sens que je suis allé beaucoup trop vite. Donc je vais essayer de ralentir un tout petit peu, c'est promis. Mais normalement c'est des choses que vous connaissez, donc j'espère que ça va pas trop grave. Et là, il devrait y avoir quelque chose qui vous interroge, tout à coup. Il n'y a rien qui est vous là? Regardez ça. Oh, il a sauté, ma flèche a sauté. Bon, c'est pas très grave. J'avais une grosse flèche qui arrivait sur le 2 sigma. Et le 2 sigma, c'est quoi ça? Je vous laisse un tout petit peu de temps pour deviner. Je peux faire une musique. Ouais. Je vais arrêter parce que bon, il y a un moment, bah vous êtes 15 en même temps, donc c'est sûr que d'un coup je me dis que c'est moins grave de faire des bêtises, mais enfin, c'est moins, c'est pas moins grave. Faut pas du tout mal le prendre ce que je viens de dire, et je comprends comment ça pourrait mal résonner. Mais enfin bon, vous avez compris, on peut se détendre un peu. Et ce 2 sigma, il vous rappelle rien? Il vous rappelle pas une petite distribution, un des trucs les plus ouf du monde dont je vous ai parlé plusieurs fois? Pa. La loi normale ou la distribution normale, j'accepte aussi. Et oui, ce 2 sigma, ça correspond à une loi normale. Ça veut dire que quelque part, dans la calibration de la date, on a utilisé une loi normale. Parce que une loi normale, plus moins 2 sigma, ça correspond à combien? Ouais, il faut que j'arrête de faire ça. Pardon. Plus moins 2 sigma, ça correspond à... Donc ça veut dire plus moins 2 écarts types. Et donc ça correspond à 95% de ma distribution. Et vous vous souvenez que quand on fait des tests, c'est la borne qu'on utilise pour dire, bah, dès qu'on franchit ces 95%, on peut estimer qu'on n'est plus dans notre distribution normale, ou en tout cas qu'on a de fortes chances de ne pas être nécessairement dans cette distribution normale-là. Et en fait, ça, là, on va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on a une date, il y a toujours une incertitude autour de cette date. Une incertitude qui est due au système de mesure, à un tout un tas de choses. Et donc, à partir de cette date et par rapport au système de mesure qu'on a, on prend toutes les dates possibles, on fait donc notre date, on fait plus moins deux écarts types, et on dit qu'on reste à l'intérieur et que normalement, la date qu'on obtient, il y a 95% de chances qu'elle se situe à l'intérieur de notre moyenne de date, plus moins deux écarts types. Là, ça serait bizarre de se rater. Et donc c'est exactement ça qu'on utilise. Donc je vais revenir dessus, mais c'est des choses qui sont importantes parce que j'ai vu beaucoup d'aberrations totales, d'incompréhension de ce qu'était plus moins 2 écarts types. Globalement, en fait, ça correspond à ça. C'est-à-dire que ici, j'ai ma date, et en fait, ma date, qui est de 570 plus moins 40, je vais la rentrer dans le logiciel. Donc la démo live, ça c'est la sortie qu'on a dans Oxcal. Donc en clair, moi si j'ai juste cette date-là, 570 plus moins 40, je peux la rentrer dans ce logiciel et obtenir ça comme graphique. Alors là, le graphique, il peut sembler compliqué. Là, c'est moi qui ai mis la date indirectement, c'est pour ça on va le refaire ensemble. Mais en vrai, il n'est pas tant que ça. Vous avez dû remarquer, ici, vous avez une belle loi normale. Ici, vous avez un truc bleu un peu bizarre qui traverse tout le graphique. Et ici, vous avez deux petites montagnes grises. Alors, globalement, ça correspond à quoi? En fait, cette loi normale, c'est l'âge radiocarbone conventionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 570 plus moins 40. Vous voyez, ici, j'ai 570, donc ça arrive à peu près par là. Donc moyenne médiane, et plus moins 40. D'accord? 570 plus moins 40, en fait, ça correspond à un écart type, ce plus moins 40. Donc on dit plus moins 40, et on va l'augmenter. Bon. Et attendez, que je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Des fois, on se dit, faut pas trop dire de bêtises. Donc 570 plus moins 40. Donc 570 plus moins 40, je le rentre ici. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la courbe de calibration. C'est-à-dire qu'en fait, il existe évidemment plusieurs courbes de calibration. Vous avez dû en entendre parler forcément plusieurs fois en cours, mais en fait, la dépréciation du carbone 14 par rapport au carbone 12, elle n'est pas constante dans le temps. Et il y a eu des petites modifications à cause de tout un tas de paramètres sur lesquels je ne vais pas revenir, mais ce qui fait qu'on utilise une courbe qui en fait est une courbe de calibration sur laquelle on a fait énormément de mesures, donc c'est quelque chose d'à peu près plus ou moins safe, il faut toujours les remesurer pour les affiner. C'est pour ça qu'on stocke en fait tous les échantillons de radiocarbone, parce que l'information donne de l'information. En augmentant le nombre d'échantillons radiocarbone, on va pouvoir affiner notre courbe de calibration. Et donc à partir de là, on a des calculs qui vont nous permettre de calibrer, et on sait que le taux à cette période, pour un objet qui est mort à cette période, est censé se trouver ici, pour un objet qui est mort à cette période, est censé se trouver là. D'ailleurs ici, vous avez l'âge radiocarbone, ici,
en ordonnée, et en abscisse, vous avez la date calibrée, donc c'est le temps calendaire. Vous voyez, cal AD, et ici c'est radiocarbone BP. Donc ici on est avant le présent, et là on est avant ou de notre ère. Et en fait, ça, donc c'est la courbe de calibration. J'avais oublié le petit, voilà, le petit. Donc ce qui fait que nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment où notre courbe, notre 570 mesurée BP, donc qui correspond en fait à la mesure de la machine. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où elle vient croiser la courbe de calibration. Et l'endroit où elle vient croiser la courbe de calibration, d'ailleurs, vous avez vu ici, bah, ça le croise à deux endroits. Donc ça le croise ici et ça le croise ici. Et l'endroit où ça croise la courbe de calibration, ça va nous donner bah, ici deux dates, qui sont des densités de probabilité des dates. Ce terme de densité, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Ce terme de densité, en fait, c'est... vous voyez ici, ma distribution normale, elle correspond à une probabilité de date. On était d'accord que ma moyenne plus moins un écart type, c'est 68% de probabilité, plus moins 2 écarts types, c'est 95%. D'accord? Ce qui signifie que, entre les deux, j'ai à peu près 30%. Donc ce qui signifie que, bah, en fait, entre plus moins 1 et plus moins 2 écarts types, donc la petite zone qui sépare plus moins 1 et plus moins 2 écarts types, eh ben, ça va correspondre à 30% des valeurs. Ce que ça signifie, c'est-à-dire que, en fait, j'ai plus de valeurs, comme je vous l'avais dit, hein, qui se situent autour de la moyenne et de la médiane, j'en ai un peu moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et ben, en fait, le fait d'avoir plus de valeurs, ça veut dire que les valeurs sont plus densément regroupées quand on est proche de la moyenne et de la médiane. Et en fait, cette densité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de nos valeurs centrales, de nos indicateurs de position. Et ici, c'est exactement ça qu'on a fait. En fait, là où les pics sont les plus élevés, c'est là où j'ai les plus fortes densités de valeur, c'est là où la plus forte densité de valeur croise ma courbe de calibration. Ici aussi, ma moyenne et ma médiane recroisent ma courbe de calibration ici. C'est pour ça que j'ai ça. Et en fait, c'est en associant densité et puis calibration qu'on va obtenir ici nos pics. Ici, ce sont des pics de probabilité qui fonctionnent eux-mêmes en termes de densité. C'est simplement des croisements de densité. Et ça correspond à ça. Ici, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir ma date par ici. Ici aussi, là, j'ai beaucoup moins de chances. Et d'ailleurs, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Comme ici, j'ai deux blocs, ce qu'on a fait, parce que ma courbe croise deux fois ma date croise deux fois ma courbe de calibration, en fait, tout simplement, c'est comme si j'avais deux distributions qui correspondent à ces deux ensembles, à ces deux petits râteaux. Ces deux qui correspondent à plus moins un écart type, plus moins deux écarts types. Et en fait, ce que fait ici, voilà, ce que fait Oxcal, c'est qu'ensuite il me montre les endroits, les écarts de date possibles à plus moins 2 écarts types. Et il me les rappelle ici. Donc, en fait, ici, à plus moins 2 écarts types, j'ai une probabilité de, en clair, j'ai 57% des valeurs qui se situent dans ce plus moins 2 écarts types là, et là, 37,8. Ici, j'ai 37,8% des valeurs qui se situent ici, en termes de densité rapportée à ma courbe de calibration, d'accord? Enfin, je dis d'accord, mais une fois de plus, posez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que là, c'est des choses, c'est beaucoup plus simple quand on est face à face. Donc, au pire, on se fait une visioconférence. Hein. Si vous avez vraiment un problème avec ça, il n'y a vraiment aucun souci. On a tous du temps. Voilà. En tout cas, on est tous disponibles. Et en fait, ici, c'est ce qu'on obtient, notre plus moins 2 écart type. Et alors, vous voyez que ici, vous voyez que ici, j'ai 1300, 1430. En fait, ce 1300, 1430, c'est que ça aurait été absurde de mettre ici une barrière. C'est pas très intéressant quand on donne une date. Parce qu'en fait, notre date, en réalité, donc, elle s'étale. Si je reste dans ma barrière de plus moins 2 écarts types, donc si je veux rester dans ma zone de confiance à 95%, dans ma zone de confiance à 95%, mes dates vont de 1299 à 1370, puis de 1380 à 1428. Et en fait, c'est pour ça que c'est pour simplifier l'information. Dans ce cas-là, ce qu'ont fait les archéologues qui ont signé l'article, ils ont juste dit que, globalement, ma date, elle se situe entre 1300, première borne, et 1430. C'est comme ça qu'on a obtenu ici le AD 1300-1430. Tout simplement parce qu'on n'allait pas dire ça va de 1299 à 1428 avec une interruption entre 1370 et 1380, d'autant que cette barrière à plus ou moins 2 écarts types, c'est un taux de confiance. Mais dans la probabilité totale, j'ai toujours 5% de chance que ma date se situe là. Donc c'est utile pour essayer d'écraser au maximum mes données, en tout cas pour essayer de les simplifier au maximum. Mais là ici, comme on ne se situe pas sur des extrêmes, on se situe au milieu d'une distribution, c'est pas très intéressant en fait. Parce que vous voyez qu'ici le taux de probabilité il est le même, les pics qui font la même hauteur. Pour aller vite,
j'ai la même densité dans ces deux endroits. Donc en fait, la date pourrait être aussi bien là que là, avec aucune différence. Et puis, vous vous souvenez que je vous ai dit aussi que la marge de 95%, souvent, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit quand plus on s'éloigne de ce 95%, plus on a raison. Soit on l'utilise uniquement comme une barrière. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Et donc, maintenant, on va donc voir comment gérer euh, faire nous-mêmes une calibration de date. Alors, bah là, en ce moment, pas grand-chose. Alors, pour ça, on va aller sur un site internet, Oxcal, qui en fait, c'est un outil en ligne qui a été développé par le laboratoire d'Oxford, de l'université d'Oxford. Alors, ce laboratoire, ce site, il est très pratique. Et donc, quand vous voyez, quand je tape Oxcal, j'arrive tout de suite sur leur page. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ils proposent aussi leurs services. Ils proposent plein de choses. Tu as accès à la base de données. On a accès aux publications. Voilà, sample submission. Alors, ce qui fait que, bah voilà, par exemple, on a le prix. Donc là, on va regarder le prix ensemble. C'est pas donné. Alors, vous voyez que quand nous, on va y aller directement, hein. Donc, en livres, c'est 380 livres la date, quand on a que entre 1 et 4. Et puis, vous voyez que c'est un tarif dégressif, ils sont gentils. Alors, ici, on a notre petit outil qui va nous permettre de calibrer nous-mêmes les dates. Pourquoi on calibre nous-mêmes? Parce que nous, ce qu'on va obtenir quand on demande à un laboratoire, c'est une mesure. Cette mesure, elle n'est pas facile à effectuer, donc il faut des machines spéciales, c'est pour ça qu'on demande au laboratoire. Ensuite, la calibration, elle va être dépendante de la courbe de calibration qu'on utilise. Et la courbe de calibration qu'on utilise, elle évolue dans le temps, on l'affine avec le temps. Et ce qui fait qu'il y a certaines dates qui ont été publiées il y a un peu de temps, on va dire comme ça, il y a un peu de temps, et donc ces dates-là, eh ben, ça peut être intéressant de les recalibrer parce qu'aujourd'hui on va avoir des courbes plus fines. Donc pour ça, on va aller sur ici Oxcal Online. Oxcal Online, je clique dessus, et alors vous allez voir, moi normalement je suis déjà enregistré. Voilà, ça s'ouvre tout de suite. Parce que je viens d'être connecté, j'ai eu un problème. En fait, là je suis au deuxième enregistrement parce que j'avais oublié de brancher mon micro. Pensez à brancher vos micros, voilà. C'est pas grave, j'ai mis que 20 minutes à me rendre compte, donc c'est un peu long. Alors, ici vous voyez que sur ma page d'introduction d'Oxcal, donc à chaque fois, souvent il met un petit message en disant ah, il y a une mise à jour, etc. etc. Vous avez beaucoup de choses, vous avez des ressources, vous avez l'explication du radiocarbone, vous avez les articles de référence sur aussi les nouvelles. Ici, INCAL 13, bah, c'est la courbe de calibration INCAL 13, qui est une courbe assez qui fonctionne bien, qui est la courbe actuelle en fait qu'on utilise, qui est en partie issue des données du GRID. Donc le GRID, c'était le projet scientifique international qui a été au nord du Groenland dans les glaciers pour aller vérifier justement le réchauffement climatique notamment, donc en effet qui donc a fait un. Et vous voyez qu'ici je l'ai sélectionné par défaut INCAL 13. Mais j'ai aussi toutes les autres courbes, la 9, 4, 98, etc., etc. Donc ici, on va tout simplement rentrer notre nom. Donc le site, c'est Washout 1. Et ensuite la date. Alors la date, moi évidemment, j'ai oublié. La date, c'était 570 plus moins 40. Je reviens sur mon site. Donc 570, 570. Et ici, vous voyez que j'ai juste à mettre mon écart, plus moins 40. Et je clique sur calibrer. Et vous allez voir que je vais obtenir le même graphique que celui que je vous ai montré. C'est normal parce que je l'ai fait comme ça. Donc et l'avantage en revanche de ce graphique, c'est que vous voyez qu'il est interactif. Si je clique et que je glisse, je vais pouvoir déplacer mes axes. Et ça, c'est hyper pratique parce que c'est comme ça, je peux bien vous montrer qu'en effet, vous voyez que là où j'ai les plus fortes densités de probabilité de date en dessous, et ben ça correspond aux endroits où en effet, ben c'est ma moyenne et ma médiane qui viennent croiser la courbe de calibration. Donc c'est logique que c'est là que j'ai le plus fort pic de densité. Et mon deuxième pic de densité, il est ici, exactement là où ma date, ma mesure, ma date radiocarbone croise ma courbe de calibration. Et c'est la même chose, on voit quand on fait l'inverse, on voit que ça tombe bien pile comme il faut. Et ce qui signifie que, bah voilà, on pourrait baisser, augmenter, bon là ça devient plus très intéressant, c'est pour ça qu'on sort la date comme ça, et on voit bien ici le rapport entre densité de probabilité de date, et ici date mesurée et calibrée. On va aller par exemple dans format, et ici vous voyez que je peux rajouter, si je voulais, un écart type par rapport à mes mesures. Donc je vais zoomer un tout petit peu. Donc ici j'ai rajouté plus moins un écart type, parce qu'en fait ici ce qu'a fait le logiciel, c'est que donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il a refait les plus moins un écart type, ce qui comme il y a deux endroits où ma date radiocarbone croise ma courbe de calibration, il nous a mis deux dates, quoi, pour aller vite. Et donc pour ces deux dates, là à chaque fois il nous a bien refait plus moins un écart type, plus moins deux écart types.
Alors j'insiste hein, sur ce plus moins un plus moins 2 écart type, parce que j'ai vu en colloque, peut-être vous ne me croirez pas, mais ça fait vraiment le vieux qui râle depuis le fond du truc de conférence. Non mais c'est vrai, c'était très très embêtant. J'ai vu en colloque en communication des chercheurs, même des fois des gens qui enseignent, hein, on va s'arrêter là, mais nous dire que bah, ils utilisaient les datas 1 sigma parce que 1 sigma c'était plus précis. Et là, bah, d'abord ils savent pas que 1 sigma ça veut dire un écart type. Et puis c'est pas plus précis, c'est juste que ça correspond à moins de dettes. C'est pas parce qu'on vire des gens que on augmente la précision. Enfin, c'est ce qu'on fait avec les chiffres du chômage, mais vous savez très bien que c'est pas parce qu'on vire des gens des chiffres du chômage qu'il y a moins de chômeurs. C'est parce qu'on vire des gens que les chiffres ils ont l'air différents en fait, et qu'ensuite on peut dire, vous voyez, il y en a moins. En fait, on peut tricher sur les chiffres et ensuite mentir et ensuite être un peu pas intelligent et tout de suite on obtient ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Là, on fait de la recherche. Et ce qui signifie que tout simplement, bah, plus ou moins un écart type, 1 sigma, ça fait 68% de probabilité des dates. C'est juste un indicateur de probabilité. C'est pas un écart plus intéressant ou moins intéressant. On a fait suffisamment de cours sur les probabilités sur les tests pour savoir que bah, 32% de chances de se planter, c'est pas acceptable. Donc, on ne peut pas conserver ce plus moins un écart type. C'est juste un indicateur. C'est tout ce que c'est. Ce qu'on conserve de façon conventionnelle, c'est plus moins 2 écarts types ou 95,5% de probabilité que ma date se situe bien à l'intérieur de cette distribution. D'accord? Là, ici, je vais rajouter les résumés statistiques généraux, moyenne et médiane. Et en fait, vous voyez que ça fait ça par rapport à cette fois-ci l'ensemble de ma distribution. Et si je fais moyenne, ici, bon, j'ai le sigma qui est ici, donc sigma plus moins un écart type, c'est 37, ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais j'ai la médiane. Et ici, comme ça le fait à l'échelle de l'ensemble de ma densité de dates, et ben vous voyez qu'ici, forcément, ma médiane est légèrement plus basse que ma moyenne, puisque ici, j'ai moins de probabilité de date. Et d'ailleurs, j'ai moins de probabilité de date, c'est ce qu'on voit ici, j'ai 588 en moyenne et j'ai 597 en médiane. D'accord? Alors ici d'ailleurs, vous voyez que je suis en cal BP. Alors pourquoi ça a fait ça? Ah oui, parce que dans la précédente version, j'avais fait exprès, dans la précédente vidéo, j'avais fait exprès. On va se remettre en année. Et donc vous voyez que c'est bien les dates que j'obtiens, 1362, 1353 en année calibrée. Ça correspond à ce que je voulais. Et ici, donc j'ai bien les choses qui apparaissent, donc je peux remettre, vous voyez ici, plus moins un écart type, ça arrive ici par rapport à l'ensemble de mes dates. Alors ici, vous voyez que ma moyenne et médiane, c'est espacé que de 10 ans, c'est pas très très grave. Et puis c'est pas très important, parce que finalement, si on reste sur ce problème sur l'interprétation de plus ou moins 2 écarts types, comme si on est à l'intérieur de nos 95% de confiance, ça marche, et si on est à l'extérieur, voilà, en fait on fait un choix par rapport à cette borne, bah dans ce cas-là, on va considérer toutes les dates qui se situent à l'intérieur comme si elles étaient toutes écoute probable, c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même taux de probabilité. On peut faire comme ça et dans ce cas-là, c'est le plus simple. Quand on publie une date, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de mieux en fait, de plus honnête, de dire ça pourrait se situer n'importe où. C'est pour ça qu'on utilise d'autres méthodes statistiques plus poussées qu'on verra en fin du CM. Et vous voyez ici d'ailleurs que dans le style, la date, je peux la mettre en année ou en cal BP. Alors moi, personnellement, les cal BP, je suis pas d'accord avec le fait de les utiliser parce que ça devient compliqué. Il y a un moment, on a du avant le présent non calibré, avant le présent calibré, on a des années calendaires non calibrées, calibrées. Les préhistoriens en Amérique du Nord adorent utiliser le cal BP. Bon, le coup de on est archéologue ou on est géologue, en tout cas on travaille sur les sciences occidentales, parce que c'est aussi ça qu'au bout d'un moment que ça veut dire. Ah, comme on est sur des sciences cartésiennes occidentales, on va utiliser un autre calendrier que celui que tout le monde utilise. Bon, moi j'avoue que je trouve ça gonflant, un peu fatigant. Ça crée beaucoup d'erreurs, parce que les gens se plantent entre les différents systèmes de dates. Et après tout, le but c'est aussi de communiquer et que tout le monde comprenne. Donc pour moi, quand c'est calibré, j'utilise des années calendaires, et quand c'est non calibré, j'utilise avant le présent. Et comme ça, c'est simple, on comprend ce qui se passe. Voilà, donc ça, ici, c'est pour l'instant, je vous ai montré pour une seule date. Les autres, ici, les autres trucs, ils vont pas être très très intéressants parce que finalement, vous voyez, partout où je clique, il va rien se passer, tout simplement parce que bah, j'ai qu'une seule date et bon, faut aussi que j'applique. Voilà, hop, je relance mon calcul. C'est pas hyper, c'est pas très intéressant. Vous voyez que je peux virer des paramètres, la rater. Voilà, je peux jouer avec les paramètres, je peux intervertir. Alors ça, c'est juste, voilà. Bon, on s'en fiche. Maintenant, on va travailler à l'échelle de plusieurs dates. Pour travailler à l'échelle de plusieurs dates, et je vais changer là, hop, regardez, plusieurs dates.
Alors, ensuite j'ai eu un problème de micro, donc là je viens d'enregistrer jusqu'à la fin du cours, donc il reste encore 40 minutes, hein, au moins. Donc je viens d'enregistrer 40 minutes dans le vide. C'est pas grave, j'en ai profité pour couper des bouts qui étaient peut-être un peu trop gros. Alors revenons donc sur, c'est la troisième fois que j'enregistre ça, plusieurs dates radiocarbone. Comment fait-on pour plusieurs dates radiocarbone? Eh ben on va revenir sur notre Oxcal, mais vous allez voir avec une petite différence. On va aller venir chercher des dates nous-mêmes. Pour chercher des dates nous-mêmes, je suis allé sur ce site-là, canadianarchaeology.ca. Alors c'est un super site sur lequel on a référencé énormément de dates radiocarbone. C'est une base de données internationale faite par le Canada sur les dates radiocarbone. On va aller sur Locations, donc les emplacements. Vous voyez, je perds un peu de fois à chaque fois parce que c'est la troisième fois que j'enregistre ça. Mais à chaque fois, je prends des dates différentes. Parce que bon. Et vous voyez que si je vais par Location, je vais avoir des pays, c'est classé par pays. Alors je vais aller sur un pays hyper exotique, genre la France, parce qu'on est des foufous dans nos têtes. Et maintenant, je vais aller sur un site qui a une dizaine de dates. J'essaie d'en faire que j'ai pas fait, hein, voilà. C'est pas mal. Allez, 17. Allez, Compsonnière, 17. Emballer, c'est peser. C'est vrai que si vous étiez face à moi, on aurait choisi ça ensemble. Mais là, on va pas le faire. Alors, vous voyez qu'ici, on a les numéros de laboratoire. Oxa, je sais pas du tout. C'est peut-être Oxford, d'ailleurs. Lee, ça, je sais pas où c'est non plus. Mais voilà, on a les numéros par laboratoire. On a l'âge normalisé et on a le delta 13C. Delta 13, en fait, ça veut dire que c'est le rapport isotopique par rapport à l'élément stable. L'élément stable du carbone, c'est le carbone 12, et ce rapport isotopique du carbone 13, donc c'est le lien en pour 1000 entre le carbone 12 et le carbone 13. Vous voyez qu'il n'a pas été mesuré. C'est quelque chose qu'on mesure de façon assez récente, donc c'est logique de ne pas le trouver. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais tout simplement sélectionner mes colonnes, copier, et je vais aller ici dans LibreOffice. Alors ça, c'est mes anciennes données. Alors je vais même effacer, vous allez voir, je vais faire les choses bien. LibreOffice, et hop, copier, et on va aller les coller dedans. Mais vous allez voir qu'il y a un peu de nettoyage à faire. Coller dedans. Ici, j'ai 4 colonnes, et en fait, pour que les données rentrent bien dans Oxcal, il faut avoir une colonne avec le nom, une colonne avec la date mesurée, et une colonne d'incertitude, donc avec l'écart type. Donc ça, cette colonne, elle est vide, on la supprime. La colonne derrière, elle est vide aussi, enfin, elle ne nous intéresse pas, on la supprime. Et en fait, on veut que là, cette colonne soit séparée sur le plus-moins. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne nos données. Ensuite, on va dans Données et on va dans Texte en colonne. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça va utiliser un élément de texte qu'on va lui indiquer et il va diviser ça en colonnes. Alors cet élément de texte, c'est le plus-moins. Comme je ne sais jamais comment le faire au clavier, je vais le copier. Donc je copie le plus-moins, Données, Texte en colonne. Et ici, vous voyez que si je fais Autre et que je colle le plus-moins, vous voyez qu'ici, j'ai bien ça, ça me sépare bien mes deux colonnes. Je fais OK. Et vous voyez qu'elles sont bien orientées, on a donc des chiffres. L'autre chose que je vais faire pour une question de lisibilité, je vais tout sélectionner et je vais aller trier mes données par rapport à la date ici. Donc données, trier, et je fais par rapport à la colonne B. Tri croissant, c'est très bien, comme ça on remonte dans le temps quand on descend en strati. Donc moi c'est comme ça que j'ai l'habitude d'utiliser mes dates. Et là on est bon, on fait enregistrer sous. Alors ici il y a un format particulier d'enregistrement, c'est le CSV. Donc je vais enregistrer un CSV. En fait le CSV c'est le format de tableur le plus ancien, donc c'est le plus stable, il se lit partout, et en fait, au lieu d'avoir des colonnes qui sont des codes, des lignes de code, qui correspondent à du code un peu technique, là, cette fois-ci, on va avoir genre une virgule pour séparer les colonnes. Et d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire, comma separated value. Donc on utilise la virgule pour séparer les colonnes. Donc ici, on fait enregistrer, utiliser le CSV. Là, il nous propose des options. L'Unicode UTF-8, c'est ce qu'il faut utiliser aujourd'hui partout. Séparateur de champ, j'avais mis point virgule parce que les logiciels utilisent souvent ça maintenant pour pas confondre avec la virgule de la décimale française par exemple, mais autant laisser virgule, vous allez voir, et je fais OK. Et maintenant, j'ai un fichier texte, donc ça, je le ferme, et voilà. Maintenant, qui est situé sur mon bureau. Donc sur mon bureau, vous voyez, ça c'est tous les rushs que je fais, vous voyez que c'est long, et ici j'y vais, ici je sélectionne mes données, copier, je vais ici, et là en fait je fais New. Donc je reviens dans Oxcal, File, New. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre, pas la meilleure connexion du monde du tout. Et maintenant, je vais dans, alors je sais jamais si c'est dans Data, dans Tools, et je vais dans Import. Et vous voyez, j'ai un format AirDate, et j'ai 3 colonnes ici qui sont mises, nom, date radiocarbone et incertitude. Donc j'y vais, je colle, et ça correspond à mes 3 colonnes. Ici, en séparator, on peut mettre
tab, comma, donc tabulation, virgule, point virgule, etc. Donc on va mettre virgule. Et on clique sur les deux points. Et vous voyez, ça m'a bien inséré mes dates, ça a bien reconnu que j'ai le nom de la date, entre guillemets, avec ici la date, et ici l'écart d'incertitude. Et une fois que j'ai ça, je fais Run. Normalement, il me demande d'enregistrer. Alors pour l'enregistrer, on va reprendre le nom du site que j'ai évidemment oublié. J'espère que j'ai fermé la tabulation, non? Bon, bah on va l'appeler site de test. Site test, voilà. Vous voyez, ça c'est tous les trucs que j'ai dû reprendre. J'ai fait l'abri pato, le borago. Bon, bah cette fois-ci, c'est un nom que j'ai oublié. Donc j'ai pris un site vraiment au hasard. Donc là, ça calcule et c'est bon, j'ai ma table. Une fois que j'ai ma table, en fait, maintenant je vais pouvoir aller sur single plot, par exemple. Donc ici, je sélectionne. Bon, j'ai l'output, ça va pas m'intéresser. Single plot. Et vous voyez que j'ai un plot qui est pour chaque date. Alors vous voyez qu'ici, comme je ne croisais pas ma courbe de calibration, je la croise qu'une seule fois, et ben en effet, j'ai bien qu'une seule distribution. Je peux mettre plus moins 2 écarts types, enfin voilà, plus moins 3 écarts types, je peux mettre la moyenne, la médiane, qui ici devrait être, voilà, la croix est au milieu de la moyenne, c'est normal, elles sont à peu près identiques, hein, parce que ici évidemment, vous voyez comme la courbe n'est pas toute droite, il y a évidemment pas exactement le rapport de probabilité n'est pas continu. Donc on va virer l'écart type parce que je l'ai déjà en mettant ça, et voilà, j'ai plus moins 2 écarts types, ça me va. Et en fait, si je clique ici dans ce coin-là, vous voyez que je passe d'une date à l'autre. Vous voyez, le nom change, et j'ai bien les écarts de probabilité, avec à chaque fois 95.4, c'est-à-dire plus moins de sigma. Avec évidemment, vous voyez que la forme, ici en fait, la forme à chaque fois elle change, non pas à cause de la date elle-même, mais à cause de la courbe de calibration. C'est ça qui va venir influencer la forme de ma densité de probabilité de date. C'est cette courbe de calibration. Maintenant, je peux aller sur Multiplot, et vous voyez que j'ai ici toutes mes dates qui se suivent. Ça, c'est super cool, moi je trouve. Alors, avant les boutons marchaient super bien, par exemple pour zoomer, dézoomer, mais là, il fonctionne. Je sais pas comment il fonctionne. Bon, c'est pas très très grave. Parce qu'on pouvait zoomer, c'est quand même bien plus pratique. Donc ici, vous voyez que j'ai bien mes dates, elles ont bien été classées par ordre. Et après, bah, en fonction du contexte, je peux dire là, il y a une séquence qui suit, là, il y a des hiatus. Vous voyez qu'il y a certaines dates dont les possibilités sont très étendues parce qu'elles croisent de très très peu des courbes de calibration, etc., etc. Je peux aller là, je peux aller sur le curve. Donc là, j'ai directement toutes mes dates qui sont sur ma courbe de calibration. Donc ça, c'est pareil, c'est assez pratique. Et tout ça, n'oubliez pas, je peux l'exporter en PDF et en ce qu'on veut. Voilà. Donc globalement, c'est un peu l'idée pour comment faire des dates, comment faire un ensemble de dates pour les traiter. Vous voyez, il y a des choses très simples. Donc une fois de plus, hein, pourquoi est-ce qu'on traite les dates? Tout simplement parce que les courbes de calibration évoluent et les logiciels de calibration aussi évoluent. Et ici, par exemple, maintenant dans Oxcal, on peut rentrer des paramètres. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que, parce qu'on a d'autres types de datation, on sait que certaines dates radiocarbone, vu la couche d'où elles viennent, ce serait impossible qu'elles se situent après une autre date obtenue par thermoluminescence ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça c'est des informations qu'on peut rentrer pour venir affiner nos densités de probabilité en fait, et donc affiner nos dates. Voilà. Et donc maintenant, revenons, concluons sur les datations radiocarbone. Donc les datations radiocarbone, finalement, vous avez vu que c'est un ensemble de paramètres techniques à retenir, mais c'est pas si compliqué que ça dans les faits. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre ce à quoi ça correspond. Ça correspond à des densités de probabilité qu'une date soit là, et c'est tout ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que je reviens ici sur, il ne faut pas confondre 1, 2 sigma, 1 ou 2 sigma, c'est plus moins 1, plus moins 2 écarts types. Et ça correspond à des marges de fiabilité. Donc j'ai déjà vu des chercheurs sortir, et c'est pour ça que j'insiste dessus, j'ai déjà vu des chercheurs sortir en colloque, mais mes dates à 2 sigma, elles fonctionnent bien. Alors je ne sais plus si j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais bah, c'est comme dans ce cas-là, quand on a les chiffres du chômage, on sait tous que c'est pas parce qu'on retire des gens des calculs que le chômage a réellement diminué. C'est simplement que le calcul a été modifié. Et ça s'appelle tricher sur les données, être malhonnête. Alors évidemment, si on triche sur nos données, qu'on n'est pas honnête dans notre interprétation et qu'en plus on joue au bêta, bon, on peut obtenir ce qu'on veut et on peut interpréter ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas de la science. Ça, c'est juste faire le malin et c'est pas très intéressant. En tout cas, à mon avis, c'est pas très intéressant. Et je l'ai vu plusieurs fois en colloque, même là, je suis un peu le vieux gars qui râle du fond de l'amphithéâtre. Non, mais c'est vrai que c'est abusé. Des gens en poste, des gens qui enseignent, quoi, hein, par moment, qui nous disent des aberrations pareilles. Il faut faire très attention. C'est de la densité de probabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et on l'a déjà vu. 95% de chance, c'est une bonne marge, on ne va pas faire les malins en dehors de ça. Et alors l'autre élément, confondre les bornes de datation et les bornes d'un intervalle de temps ou d'une période. Là, il faut faire très attention. Ici, par exemple, j'ai une date 1300, 1430. Bon. Mettons que j'ai obtenu une autre date
et que cette date 1300-1430, j'ai trouvé tout en dessous de ma structure, donc dans les premiers trucs de construction, premières occupations, et la deuxième, cette fois-ci, elle a le même écart, mais elle va de 1430 à 1460, et elle se situe dans les fondements de la toiture. Donc là, je peux me dire, ça correspond à la période d'occupation. Le truc, c'est que si, d'un point de vue de potentiel pur, ma date, pour ma première date, elle peut intervenir en 1430, bah, ma date pour ma dernière date, elle peut aussi être 1430, puisque les deux limites se superposent. Donc ça voudrait dire que j'ai potentiellement une date, une période d'occupation de 0 année. Ce qui est bien sûr complètement absurde, et c'est débile, et on devrait s'en rendre compte quand on le prononce que c'est débile. Et là, il y a un problème. Et il y a plusieurs solutions, mais il n'y en a aucune qui est vraiment fiable. Mais déjà pour moi, il y a interdiction de dire que ma période peut être de 0 année. Comme il y a interdiction de dire qu'elle peut être de 60 ans. Parce que ça, ce sont des dates qui sont liées, ce sont des bornes qui sont liées à une date stricte. Donc, soit on utilise les valeurs, les indicateurs centraux, les indicateurs de position, donc moyenne, médiane. Moi, j'utiliserai plutôt la médiane. Et dans ce cas-là, je peux dire, bah, ma médiane entre 1330 et 1430, si elle est à 1315, et l'autre, si elle est à 1365, eh ben, j'ai, d'après les médianes de mes dates, une possibilité sur la médiane de 30 ans d'occupation. Et dans ce cas-là, en fait, on se rend compte que l'autre solution, qui est je privilégie soit celle-ci, soit l'autre, qui est de dire bah, les deux dates sont trop proches l'une de l'autre pour que statistiquement on puisse y trouver un réel intervalle et puis pour que ça corresponde à quelque chose d'archéologique, d'anthropologique. Et donc à partir de ce moment-là, je dis, moi je partirais juste du principe de la prudence et de dire bah là on ne peut pas interpréter, on n'a pas de durée d'occupation, on peut juste pas l'aborder. Parce que 0 année d'occupation, c'est absurde pour une maison qui a été habitée, qui a été construite, habitée, qui a été abandonnée. Ça ne tient pas la route. 60 ans, c'est possible, mais finalement, elle sort d'où ces deux dates? Puisque mes dates peuvent arriver n'importe où dans l'intervalle pour chacune d'entre elles. Donc, moi, j'estimerais que soit on dit pas du tout, soit on dit qu'on ne peut pas en parler, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Soit on utilise les médianes en disant que par rapport à mes indicateurs statistiques, j'ai ça comme données. Et c'est tout. Et pour moi, il ne faut pas aller au-delà. Faut rester, on ne peut pas tout de suite parler de suite de succession d'habitat dans la maison. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour remettre les choses au clair. Donc c'est des choses, en revanche, il ne faut vraiment pas les confondre. Hein, et j'arrêterai pas d'insister dessus, il ne faut pas confondre tous ces événements-là. Et 1 ou 2 sigma, on ne peut pas choisir une fois de plus 1 ou 2 sigma. C'est des probabilités. Un sigma, ça nous intéresse juste pour comprendre la distribution pour comprendre l'étalement d'une distribution. Et 2 sigma, ça nous aide à prendre une décision avec notre degré de confiance à 95%. Deuxième partie du cours. Celle-ci, c'est que la deuxième fois que j'enregistre, donc j'espère que je vais moins me... Vous voyez, je perds ma voix parce que ça fait quand même... Ah, je m'y suis mis il y a beaucoup trop longtemps. Bah ouais, les problèmes de micro, de caméra, c'est mon travail. Donc pourquoi utiliser l'approche bayésienne? Bah finalement, le problème avec la date qu'on avait obtenue juste avant du site de Washout, c'est que bah, la date obtenue à la fin, celle des probabilités de densité, elle est quand même pas mal étalée et il y a peut-être moyen de la resserrer un petit peu et même de lui donner une forme normale qui va nous permettre d'utiliser d'autres systèmes d'interprétation. Et pour ça, on va utiliser l'approche bayésienne. En fait, ça va nous servir souvent à diminuer les marges d'erreur du fameux 2 sigma, en fait tout simplement à retasser la date. C'est tout ce que ça va faire. On va conserver ce 95%, mais on va retasser les probabilités. En fait, on retasse la densité de probabilité, c'est ça que ça veut dire. Globalement, l'idée, c'est que l'approche bayésienne, c'est un type d'approche statistique. C'est pour ça que je voulais insister dessus, parce que ça devient très à la mode en archéologie, notamment en ce moment, notamment pour les datations. Et c'est une approche statistique qui est différente de ce qu'on a fait jusqu'ici. En partie parce que ça repose sur des calculs compliqués, c'est pour ça que ça arrive juste maintenant à la mode. Donc souvent on dit que le cerveau est naturellement bayésien et que l'apprentissage chez l'enfant se fait par induction bayésienne. Bon, globalement ça veut dire quoi? L'inférence, c'est une opération qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition préalable tenue pour vraie. On a observé plusieurs fois que les plantes sont vertes, donc on va partir du principe que globalement, quand c'est vert, c'est une plante. Vous voyez, là j'exagère évidemment un petit peu, mais globalement il y a cette idée-là. L'induction, bah, c'est de faire monter cette inférence à l'échelle d'une théorie, si vous voulez. Et au lieu de faire qu'observer des choses, on va dire, bon, bah, je vais continuer en fait à observer des plantes et je vais me rendre compte que bah, globalement elles sont vertes. En revanche, je vais remarquer que ce qui est vert, c'est pas forcément une plante. Donc je vais pouvoir, par induction, par succession d'inférences, induire le fait que bah, globalement les plantes sont vertes. C'est un peu l'idée. Là, je caricature à balle, mais c'est un peu l'idée. Et ça, bah, c'est des choses statistiquement qu'on va pouvoir utiliser pour affiner les calculs. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ça repose pas que sur des observations comme je viens de faire. Ça repose sur un ensemble de paramètres statistiques.
Et pour aller très très vite, ça va nous permettre d'affiner ces dates. Voilà, quand je vous ai dit, bah, on peut rajouter des paramètres pour venir affiner nos dates, et ben ça, on peut aussi leur accorder un poids, un poids statistique. Et ce poids statistique, et ben ça va nous permettre de statistiquement valider la réduction d'une date. Par exemple, ici, en fait, ce qu'on va notamment utiliser, c'est ce qu'on appelle la méthode de Monte-Carlo par les chaînes de Markov. La méthode de Monte-Carlo par les chaînes de Markov, pour aller très très vite, les chaînes de Markov, c'est un élément stochastique qui va nous permettre de générer aléatoirement un résultat. C'est-à-dire que pour un paramètre qui est donné initial, on modifie des micro-machins, et ça va toujours nous donner un résultat qui est un tout petit peu différent. Parce qu'un résultat, le résultat d'une mesure, en réalité, il suit toujours une loi normale. C'est-à-dire que la plupart des mesures, si je mesure 20 fois un même objet, avec un pied à coulisse, je ne vais jamais obtenir au millième de millimètre exactement la même chose. Mais je vais obtenir des mesures qui se rapprochent de d'une valeur centrale, et puis je vais de temps en temps me rater un peu plus que d'habitude, et là je vais obtenir des mesures qui sont éloignées. Et bien en fait l'idée c'est de virtuellement, des chaînes de Markov, c'est de virtuellement créer ces mesures. La méthode de Monte-Carlo, c'est une méthode supplémentaire, d'introduction supplémentaire de stochastique, et qui fait qu'on relance les dés, mais 1000, 100 000 fois. Monte-Carlo à cause des jeux de hasard, hein, c'est un lien direct. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que par exemple pour notre mesure, par rapport aux éléments qu'on connaît, on va relancer les dés énormément de fois. Et à partir de là, ça va pouvoir nous permettre dans certains cas de retasser nos sigmas, en fait, de retasser nos variances, nos écarts types. Et en fait, c'est vraiment ça que ça signifie. Tout simplement. Mais tout simplement, vous voyez que ça demande des calculs, ça demande des ordinateurs en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire manuellement. Moi, c'est un des problèmes que j'ai avec l'approche bayésienne. Et si vous voulez, dans l'idée générale, c'est au lieu d'avoir, par rapport à ce qu'on appelle donc une approche fréquentiste, c'est juste ce qu'on a fait jusqu'ici, l'approche fréquentiste, c'est on a un test avec oui ou non, ça vous l'avez vu, et si on est à 95%, si on est à une p-value de 0,05, si on est au-delà de cette p-value, eh ben on peut virer l'hypothèse initiale, l'hypothèse nulle, et on passe à l'alternative. Et ça, si ça marche pas, eh ben on va relancer un autre test avec d'autres paramètres. Et c'est du binaire tout le temps, et c'est du binaire qui suit. Oui, non, oui, non, oui, non. Et puis au bout d'un moment, on arrive à ce qui nous intéresse. Dans le bayésien, au lieu d'avoir du oui-non successif, on va mettre toutes les possibilités dans notre calcul, mais avec évidemment chacune possède un poids différent. C'est cette fameuse inférence. L'inférence, c'est dire que bah, j'ai plus de probabilité qu'une plante soit verte, mais il y a quelques plantes qui sont bleues et il y en a qui sont rouges. Donc il faut que je le dise quand même dans mon calcul que des fois j'ai des plantes rouges et des fois j'ai des plantes bleues. Mais le fait qu'une plante soit rouge ou bleue, c'est quand même moins fréquent qu'une plante soit verte. Donc je vais lui donner un poids plus restreint. Et ça, évidemment, il y a des façons de le calculer et de le mettre en place, ce calcul. Et c'est ça qui est très compliqué. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on utilise vraiment aujourd'hui de plus en plus pour tout ce qui est intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est on a un problème, on a plusieurs types de solutions, on a une solution et on a un type de solution finale qu'on veut à tout prix garder, et bah en fait, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est en fonction du poids qu'on a amené aux différents chemins et types de solutions, lui va trouver à partir d'un problème donné, il va trouver le meilleur chemin pour résoudre, pour obtenir une solution voulue. Il ne va pas inventer une solution, mais il va trouver le meilleur chemin. Et en fait, bah, l'approche bayésienne, en permettant cette succession comme ça, en une seule formule de toutes les possibilités, bah, ça rend quelque chose qui fonctionne un peu mieux du point de vue informatique. Pour aller très très vite, là je vais aller très très vite, l'approche bayésienne parce qu'elle a été développée par Thomas Bayes au XVIIIe siècle, mais lui, il a trouvé ça cool, il a trouvé ça marrant, mais il s'est dit, c'est comme ça. Vous allez voir que le calcul lui-même, il est loin d'être stupide. Et en fait, c'est Pierre-Simon de Laplace, et c'est toujours lui, il était quand même assez balèze le gars, il a vu ces travaux-là, qui en plus avaient été publiés post-mortem, et il s'est dit, mais c'est fou. Alors le problème, en effet, c'est le calcul est compliqué. Mais il a fait, c'est fou ce qu'on pourrait faire avec. Et il avait bien raison. Mais il n'avait pas d'ordinateur. Et ouais, raté. Pour vous expliquer un petit peu le truc, je vais vous l'expliquer par rapport à des données. Je vais vous faire des données très très schématiques pour voir un peu comment ça marche. Et pour ça, je vais prendre un thème qui est un peu à la mode en ce moment. Alors, je ne vais pas parler directement du genre, je vais plutôt parler du rapport entre sexe et les objets dans des sépultures. Alors ici, je vous ai pris une sépulture du rapport de Noisy-le-Grand, donc par Cyril Le Forestier, mais l'exemple que je vous montre, il est complètement bidon. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai choisi des couleurs pour faire plaisir à tout le monde et pour faire plaisir à tous les graphiques qu'on a vus jusqu'ici. Alors, il faudrait en fait que j'arrête de faire ça parce qu'à chaque fois, je passe plus de temps à parler du graphique que à parler des couleurs que à parler des données. Mais voilà, j'aime bien être un peu. Ouais, bon, c'est pas, je vais pas embarquer dedans, mais c'était abusé quand même. Enfin, là, je vois pas, mais en fait, bon, c'est plus. Ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. Alors d'ailleurs, si vous vous intéressez à l'archéologie du genre,
il y avait l'année dernière, il y a eu une très bonne émission des Petits Cailloux, qui est l'émission d'archéologie de Radio Campus Paris, qui donc fait par des étudiants, j'en fais partie, hein, mais c'est pas juste pour ça que j'en parle. Et on avait invité Clara Blanchard, qui est doctorante à Paris 1 en archéologie médiévale, et qui fait sa thèse en fait directement là-dessus, sur les sépultures et sur le genre. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle a à dire, et c'est très bien, donc je vous conseille vraiment de l'écouter. Il y a une vidéo qui est sortie récemment par Manon Bril sur le sujet, avec laquelle je suis un peu moins d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ça fou la propension qu'ont les non-archéologues à parler d'archéologie. J'ai pas vu beaucoup d'archéologues parler vraiment d'histoire ou parler vraiment de domaines qu'ils connaissent pas, mais alors l'archéologie, tous les autres, les biologistes, les historiens, les géographes, mais alors tout le monde en parle comme si c'était vraiment qu'une parascience ou une pseudoscience, et ce qui fait qu'elle dit des bêtises, voilà. Et je vais revenir un peu sur quelques bêtises qu'elle dit, parce que, enfin non, je vous laisse aller voir la vidéo, mais dans le tas, elle soulève des problèmes qui sont intéressants, mais elle en elle se plante sur certaines choses, quoi. Et elle ne comprend pas très très bien certains enjeux de l'archéologie. Donc en fait, c'est bien des fois de laisser les archéologues parler pour l'archéologie, hein. Voilà. Non mais oui. Bon. Je vais revenir sur le thème. Donc l'idée, c'est que globalement, on a des sépultures identifiées hommes, des sépultures identifiées femmes, en sexe, hein, pardon. Et avec ça, on a des objets. Je suis allé, hein, j'ai fait dans la tarte à la crème le gros bourrin, donc on a des bijoux et des épées. Et l'idée, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les bijoux, les épées et le sexe identifié? On pourrait déjà obtenir ça. Mais maintenant, le problème, c'est que mettons que je ne sais pas, vous voyez, il y a un caillou qui est tombé sur les eaux du bassin. Donc on ne peut pas identifier le sexe. Ah oui, parce que alors, le prochain, moi, qui me parle d'identification du sexe à partir du crâne, ou alors justement, comme j'ai vu dans la vidéo de Manon Bril, de la gracilité des os, mais alors, non, mais c'est pas la peine. Il y a beaucoup de documentation qui existe là-dessus. Donc non, on peut pas dire des bêtises pareilles. Le seul truc qui marche vraiment bien, et encore, qui est pas toujours hyper sécure, mais qui fonctionne quand même bien, c'est les os du bassin. Le reste, ça marche moyen quand même. Donc, mais alors, la gracilité des os, ça me la fait jamais, jamais, hein, parce que alors, non, voilà, juste non. Bon, revenons là. Maintenant, j'ai observé le mobilier qui est associé à mes sépultures. Et je voudrais simplement me dire, comme j'ai pas le sexe, je voudrais quand même pouvoir avoir une idée de l'estimation de quelles sont les sépultures qui sont par exemple des femmes. Alors pour ça, j'ai ma table ici de base, et en fait ce que j'observe quand je connais tout, c'est que des tombes avec des bijoux j'en ai 10, des tombes avec des épées j'en ai 8. Voilà. Donc c'est à peu près équivalent. Et en revanche, individus masculins et féminins, j'ai exactement le même nombre à l'échelle de ma nécropole. Donc c'est nickel. Alors on pourrait partir du principe que, en fait, à la base, je choisis une sépulture et j'ai une chance sur deux de tomber sur une femme ou sur un homme. Mais on va essayer d'affiner ça quand même. Et on va utiliser cette fois-ci l'inférence pour induire une hypothèse. L'inférence pour induire une hypothèse, c'est ce que j'ai ici. J'ai bijoux et femmes, j'en ai 7, bijoux et hommes, j'en ai 3, épée et femmes, j'en ai 2, épée et hommes, j'en ai 6. Alors on voit que les écarts, ils sont pas flagrants, mais que globalement, j'ai l'association bijoux et femmes et l'association épée et hommes est plus forte que les autres associations. Et à partir de là, je vais pouvoir inférer le fait que bah, si je veux une sépulture avec une femme, vaut mieux quand même que je choisisse une sépulture qui a un bijou, parce que dans ce cas-là, j'ai 2 chances sur 3 d'avoir une femme. Vous voyez, en fait, c'est ça l'inférence bayésienne. Vous voyez qu'on amène des calculs dedans. Donc j'ai bijou et femme, par là je vais faire une inférence d'observation, je vais induire une hypothèse, et donc, tout simplement, si une tombe avec un bijou, j'aurai plus de chances d'observer une femme. Dans une tombe avec une épée, j'aurai plus de chances d'observer un homme. Et c'est ça en fait qui va être intéressant pour beaucoup de gens dans l'utilisation de la théorie de l'inférence bayésienne, c'est qu'en plus, on n'est vraiment pas en train de dire, bah comme j'ai 95% de chance, je valide mon truc. Non, non, non. C'est-à-dire, là en soi, j'ai plus de chance. Vous voyez que c'est encore moins strict que l'hypothèse oui-non qu'on a l'habitude de faire en statistique fréquentiste. Alors je vous rassure, globalement, qu'on utilise une méthode ou l'autre, il y a toujours un moment où on en arrive à peu près au même résultat. C'est juste pas exactement la même façon d'y arriver. Et donc dans la théorie, la théorie n'est pas exactement identique. Alors pour aller très vite, ah oui, ça fait partie de tout ce que j'ai coupé au montage, enfin entre les deux prises. Voilà, je finis l'association. Alors globalement, ce qui se passe, c'est que ça c'est la formule de Bayes. La formule de Bayes, donc du théorème, c'est la probabilité de A si B, c'est, pour aller vite, la probabilité d'observer un événement A si j'ai le paramètre B qui est en place, c'est égal à la probabilité de A sachant B, donc c'est-à-dire que je sais que A et B vont ensemble, divisé par la probabilité de B. La réciproque existe, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais à la fin,
on obtient en fait la formule complète. La formule complète, c'est la probabilité de A si B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B si A divisé par la probabilité de B. Comme ça va vous sembler pas très simple. Alors j'avais fait tout un tas de graphiques, mais je me suis rendu compte que la vidéo allait durer 2 heures, donc c'était un peu long, et déjà je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle risque d'être un peu longue. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les mettre quand même dans le PDF de fin, ou en fait, enfin dans le PDF final, parce que je montrais bien dans l'univers des possibles, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Des fois ça aide, mais je sais que ça aide pas tout le monde et que ça peut perdre des gens. Et ensuite, je vous décrivais tous les calculs, mais uniquement en calcul. Donc on va pas s'embêter avec ça, on va pas s'embêter avec tous les calculs. L'idée qu'il faut comprendre, c'est que ici, le égal, c'est le P a posteriori, d'accord? Donc une situation a posteriori, en termes de calcul, correspond à une situation a priori fois un indicateur K. Et c'est cet indicateur K qui est hyper compliqué en fait à calculer. Mais ce qui signifie qu'en fait, si je connais une situation a priori, c'est-à-dire qu'en observant uniquement un échantillon, j'ai des moyens de calcul qui vont me permettre de déterminer B a posteriori, donc ce que j'obtiendrai comme résultat. Et donc, par exemple, dans le cas de mes sépultures, en observant juste mon phénomène A, alors A par exemple, ça va être le sexe, donc je connais le sexe, bon là en fait j'aurais dû faire l'inverse, je connais l'objet, et en fait à partir de l'objet, si j'ai une idée du calcul de K, et c'est ça le problème, une idée du calcul de K, en fait si j'avais juste quelques éléments me permettant d'inférer ces calculs-là, K, je pourrais déterminer de façon très précise combien j'ai de probabilité d'observer une femme si je tombe sur un bijou. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc c'est pas un calcul très simple, mais vous voyez que expliqué, on a à peu près une idée de comment ça fonctionne. Ici, voilà, hop, ah oui, je fais sauter les animations parce que c'est trop long. Alors ici, donc j'ai la probabilité que ce soit un homme parce que la sépulture contient une épée, donc c'est ça que ça veut dire. Donc P de A si B, donc la probabilité que ce soit un homme s'il y a une épée, c'est la probabilité que ce soit un homme tout court, fois la probabilité qu'il y ait une épée si c'est un homme, d'accord, divisé par la probabilité de trouver une épée. Une fois de plus, c'est une question de rapport de probabilité qui vont me permettre d'obtenir à la fin le résultat d'un test. Et ce qui fait que ce rapport de probabilité, je peux y ajouter des paramètres si je veux. Donc je peux le faire aussi par rapport à la probabilité de trouver une femme si j'ai une épée, etc., etc., qui eux-mêmes possèdent leurs propres critères qui font que c'est plus ou moins élevé. Donc c'est tout ça que je peux mettre dans le théorème de Bayes. Pour aller vite en termes de datation, comment ça fonctionne? Et vous allez voir que ça fonctionne des fois, on a des petites surprises. Ici, je vous ai mis l'exemple de datation d'un site que je suis allé récupérer sur un article qui a été fait d'après Lanos et Philippe 2017. Donc Philippe Lanos et Anne Philippe. Philippe Lanos, pardon, et Anne Philippe. Et on peut obtenir, c'est un article qui a été publié en libre sur le site Images des mathématiques du CNRS. Philippe Lanos, il est à la tête, ou il est ingénieur, en tout cas il est ingénieur de recherche dans un laboratoire spécialisé de spécialistes qui se spécialise sur la datation, et il s'est beaucoup lancé sur la datation archéologique, et en fait il a développé un outil qui permet d'utiliser le système de datation bayésien, enfin qui permet d'utiliser l'approche bayésienne pour affiner des datations obtenues en radiocarbone. Alors ici, on va partir d'un exemple qu'il a utilisé, d'une étude qui avait déjà été faite, et l'idée c'était de voir est-ce qu'on peut affiner ou pas la date, ou est-ce qu'on peut donner une autre interprétation que celle qui avait été obtenue simplement par l'observation des archéologues. On a un four de Potier à Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. C'est un four du Haut Moyen-Âge, et la dernière chauffe, l'idée c'était de comprendre l'abandon du site, donc on a un événement qui est précis, qui n'est pas sur un temps long, c'est pas une occupation, c'est une date pure, stricte. Et donc, la dernière chauffe, elle a été datée du 7e siècle de notre ère. Hein. 7e siècle haineux, c'est-à-dire 7e siècle de notre ère. Donc ici, je vous ai mis le plan de la structure. Et ici, vous voyez qu'on a le four, on a les fosses, on a les bâtiments. Tout ça, ça a été... On a le cendrier du four. Et donc tout ça, ça a été relevé. On a les données stratigraphiques. Je ne vais pas plus développer parce que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Et on a eu recours à plusieurs types de datation. On a eu recours à la typologie céramique, on a eu recours évidemment au radiocarbone, on a eu recours à la thermoluminescence, donc je ne vais pas revenir sur les explications, si vous avez des questions, posez-les. Et puis, on a fait aussi de l'archéomagnétisme. Et vous voyez que ces dates correspondent plus ou moins bien, mais pas toujours. L'idée, c'est que j'ai ma datation radiocarbone qui est pas folle, j'ai ma datation en typologie qui est très très éloignée. La thermoluminescence, on lui donne un écart qui va de 560 à 1000. Elle n'est pas géniale là, parce qu'il y a des thermoluminescences meilleures, mais là on l'a pas. Et l'archéomagnétisme me donne 625, 725. Et en fait, c'est globalement en utilisant l'archéomag et le radiocarbone, en fait, en mélangeant toutes ces dates,
les archéologues estiment que par rapport à ce qu'on a et par rapport à la typologie, on a quelque chose qui correspond à la seconde moitié du 7e siècle. Ça, c'est sur les dates initiales. Mais maintenant, on va se dire, est-ce que si j'utilise le système bayésien, est-ce que si j'applique ces méthodes-là, je vais pouvoir affiner ma date ou simplement la déplacer? Parce que là, pour le coup, on est dans le problème d'un préconçu. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est fin du HMA, enfin c'est un four HMA, donc l'abandon, seconde moitié du 7e siècle, c'est nickel, ça tombe par rapport à notre modèle général. Alors rapidement, je vous ai mis ce à quoi ressemblait un four, pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de gros four, ça peut arriver. Hein, un four au Moyen-Âge, ça ressemble un peu au four proto-historique. Hein. Donc ici, on a bien une cour de service, on a un foyer, là on a la sole qui est au-dessus du foyer tout simplement, le laboratoire, puis on a une couverture qui peut être dans ce qu'on veut, dans ce cas-là ce sont des tessons. Et ça donne ça, ici. Là on est dans le laboratoire. Là. Donc on veut connaître l'abandon, la date de la dernière chauffe, qui correspond à l'abandon du site, en tout cas du site en tant que site de poterie. Donc je reprends ma formule de Bayes, P de A à 6B, c'est égal à P de A fois P de BCA divisé par P de B. On va pas trop vous embêter, mais traduit, ça donne quoi? Ça nous donne, là ici on veut critiquer une datation. Donc la probabilité d'obtenir une datation si observation, pour faire simple, c'est la probabilité d'obtenir une datation fois la probabilité d'observer un événement si on a une date divisé par l'observation. Comme ça semble un peu flou, mais je vais vous le décrire un peu mieux. Donc, de datation si observation, c'est d'avoir une date en fonction des différentes techniques. Ça, ce sont les observations. Archéomagnétisme, thermoluminescence. Donc. Et ici, radiocarbone. Pardon. Donc c'est ça que ça veut dire. Et donc ici, au lieu de datation, donc vous mettez bien le fait d'obtenir une datation et par rapport à type de datation qu'on fait. Là-dessus, on va rajouter des variables. Quelles sont les variables connues a priori? Parce que vous avez vu, c'est ça qui est important dans le calcul aussi de Bayes. C'est il faut connaître l'a priori. Pour déterminer un phénomène a posteriori, en clair, ma datation, comment elle est censée vraiment se comporter en réalité, ça c'est a posteriori. On a des inférents qui arrivent a priori. Ces inférents a priori, c'est déjà la fondation du site, elle date de la période gallo-romaine au plus tôt. Donc ça ne peut pas être antérieur à moins 52. Et on va au maximum, on dit que ça va jusqu'à la fin du Haut Moyen-Âge d'un point de vue historique, donc l'an 1000. Et on part de là, on dit que ça c'est une fourchette équiprobable. En clair, ma date, elle peut, d'un point de vue un peu basique, elle peut se situer n'importe où, avec autant de probabilité, de moins 52 à plus 1000. C'est ça que ça veut dire. Et donc ça c'est notre base a priori. Donc vous voyez que la base a priori, elle peut être hyper éloignée, c'est pas un souci. Maintenant, quelles sont les autres datations dont on dispose? Un ensemble d'ossements contenu dans le remplissage du cendrier, et c'est ça ma datation radiocarbone. Dans les structures du four, j'ai des tessons qui sont datés par thermoluminescence, et dans l'alandier, j'ai des tuiles datées par l'archéomagnétisme. Et donc au total, on dispose de 5 datations, une datation radiocarbone, 2 thermoluminescences et 2 archéomagnétismes, avec mesure d'inclinaison et mesure de déclinaison. Donc normalement on est bon sur les dates. Et à partir de là, on va relancer en fait nos calculs. Donc pour la datation radiocarbone, on va parvenir sur ce qui est une date calibrée, je vous l'ai déjà expliqué. Et globalement, on obtient ça. Donc ici, j'ai ma date calibrée, et ici, j'ai l'endroit où elle croise, j'ai la probabilité de date où ma date radiocarbone croise ma courbe de calibration. Voilà. Et vous voyez qu'on est sur l'INCAL 9.14. Vous voyez qu'on n'a pas utilisé la même courbe de calibration, c'est pas très très grave. On obtiendra des résultats différents. Là, c'était peut-être la courbe qui était la plus adaptée à cet endroit. Et donc maintenant qu'on a tout ça, donc les variables a priori, c'est moins 52 plus 1000, plus le radiocarbone, plus la thermoluminescence, et là on en a 2, plus l'archéomagnétisme, et là on en a 2 dates aussi. Maintenant, c'est quoi l'information a posteriori? L'information a posteriori, en fait, ça va être toutes ces mesures, donc inclinaison, déclinaison, donc ici j'ai mes dates de thermoluminescence, et associé à ma date, vous voyez, de radiocarbone, et ici j'ai mes dates, non pardon, ça c'est mes dates archéomagnétiques, thermoluminescence, TL thermoluminescence, et ici radiocarbone. Et vous voyez qu'en fait toutes ces dates, quand je les recalibre, j'ai des phases en effet qui correspondent toujours à, cette fois-ci, qui sont très légèrement décalées. Tout simplement parce qu'en fait j'ai repris mes calculs, j'ai repris mes calibrations. Et ça, en fait ces calculs-là, on les a lancés plusieurs fois dans la machine, c'est là qu'on a utilisé les chaînes de Markov par la méthode de Monte Carlo. Donc ça, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, c'est pas très très simple. Si vous ouvrez un fichier Excel qui contient ce type de calcul, vous verrez juste des centaines et des milliers de lignes qui correspondent à ces différents résultats. Et ce qui fait qu'en fait, à la fin, on en arrive à des
des zones de probabilité plus ou moins fortes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on croise toutes ces données? Et bien finalement, la seconde moitié du XVIIe siècle, ça ne marchait pas. Quand on met toutes les datations ensemble, par rapport à leur poids, c'est-à-dire que vous avez vu qu'en fait, dans la première interprétation, on avait juste croisé les données, et on avait vu que partout là où elle se concentrait, c'était la seconde moitié du 7e siècle. Bah, il se trouve que la thermoluminescence, j'ai quand même deux dates qui sont fiables. L'archéomagnétisme, pareil, j'ai deux dates qui sont assez fiables. Donc, bah, il faut leur donner plus de poids parce que j'en ai deux qui correspondent. Donc vous voyez, c'est pas des choses que je vais pas pouvoir ignorer certaines choses et en rajouter d'autres. Et ce qui fait qu'en réalité, avec un écart de probabilité à 95%, donc à 2 sigma, en vrai, la dernière chauffe, elle se situe entre 530 et 787, sans pouvoir dire qu'on est plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc le résultat en soi, il peut être considéré comme décevant dans ce cas-là, parce que la datation obtenue, elle est moins précise que la précédente estimation. En revanche, bah, elle n'est pas bidonnée. En revanche, on a pris tout ce qu'on avait et on l'a vraiment calculé. Ce qui fait qu'en fait, d'un point de vue statistique, on a quelque chose de beaucoup plus fin. Et vous voyez qu'ici, on s'intéresse à 95%. Je ne vais pas les récupérer, mon 1 sigma, qui une fois de plus, c'est un truc qui est complètement absurde. Ça veut, soit on est très malhonnête, soit on ne comprend rien à ce qu'est une datation ou une statistique. Ce qui est un peu problématique aussi quand on est chercheur, mais ce sont des choses qui arrivent. Et donc, ici, on arrive à quelque chose qui est tout simplement techniquement beaucoup plus fiable. Et finalement, bah, quand on se penche vraiment sur les statistiques, bah, dans le cas de ce site-là, on ne peut pas déterminer autre chose qu'on se situe entre 530 et 796. Et 787. C'est pas très agréable, c'est pas cool, on aurait voulu quelque chose de plus précis pour comprendre ce qui se passe régionalement. Et bien ça, il va falloir le faire avec d'autres analyses, d'autres sites, d'autres datations qu'on va pouvoir insérer dans notre modèle et l'affiner au fur et à mesure. Et dans certains cas, on obtient des choses folles, je peux vous le garantir. Croyez-moi sur parole. Non, mais vous avez toute une liste d'articles que je vais vous indiquer. Vous verrez tous les endroits où ça fonctionne, où on obtient des choses qui sont extrêmement fiables. Des fois, on arrive à réduire une date et à la rendre bien plus fiable. Parce que vous avez vu ce que ça fait en réalité, surtout c'est que ça augmente la fiabilité d'une date. C'est tout ce que ça fait. Ça l'augmente d'un point de vue statistique, la fiabilité d'une date. En prenant tous les paramètres et en les mettant ensemble. Au lieu juste d'utiliser le contexte à la vue, j'ai des archéologues qui m'ont déjà dit ça, qui m'ont dit, bah vous voyez, le problème de l'approche bayésienne, finalement, nous, on n'en a pas besoin, on le voit bien avec le contexte. C'est juste faire une datation avec du contexte. Bah non, parce qu'en fait, le poids statistique des éléments qu'on met dans l'équation, ça compte énormément. Il y a des choses qui ont plus de poids, parce que c'est des choses qui sont déjà à la base plus fiables ou qui ont été mesurées plus souvent. Et ça, ce poids-là, on ne le voit pas quand on fait juste, globalement, on regarde le contexte. Donc c'est pas juste qu'on prend les archéologues pour des nuls, c'est juste que, bah, il se trouve qu'il y a des inférents statistiques qui sont importants à prendre en compte et qu'on peut pas prendre en compte juste en disant, là c'est vrai qu'il y a plus de dates. C'est pas comme ça que ça marche. C'est des calculs qui ont besoin d'être précis, justement parce qu'on a besoin de bien visualiser notre marge de confiance. C'est tout, notre zone de confiance. Donc globalement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, la méthode bayésienne? Ça va nous permettre d'intégrer les erreurs donc de différentes datations dans un système global cohérent. Et ça, c'est un avantage. Le fait de mettre plus ou moins de poids à certains types de datations, c'est qu'on a des datations qui sont moins fiables. On va quand même pouvoir les utiliser, c'est juste qu'on leur donnera moins de poids. Donc ça, c'est super. On va pouvoir repérer plus facilement des anomalies de datation, justement, des datations qui avaient été faites un peu vite, sans bonne critique, sans bonne observation. Et en fait, à la fin, on peut constituer des chronologies complètes, parce que puisque tous ces éléments, on peut les mettre ensemble, on peut aussi mettre des dates les unes par rapport aux autres. Par exemple, il y a des dates dont on sait qu'elles sont nécessairement, qu'elles suivent d'autres dates. Et ce qui fait que quand elles se croisent, on est obligé de les séparer. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des probabilités, il y a des zones de probabilité qu'on va pouvoir effacer à terme. Parce que simplement, on a des informations de contexte qui nous les séparent directement physiquement. Et puis on peut associer des couches avec, donc on peut associer des temps longs avec des choses qui sont plus ponctuelles. Et on peut obtenir et affiner en fait tous les types de dates qu'on a parce que finalement, statistiquement, c'est pas juste d'un côté on a le radiocarbone, de l'autre on a l'archéomagnétique, non. Là, le principe, c'est de dire on a des dates qui valent ce qu'elles valent, ça on s'en fiche. On a des dates qui sont des mesures, ces mesures qui possèdent elles-mêmes leur marge d'erreur, et comme on peut intégrer et les mesures et les marges d'erreur dans un même calcul, et on va pouvoir justement, pareil, créer du poids par rapport à la courbe de densité qu'on avait à la fin. Voilà, donc c'est un peu tout pour ce cours qui était un petit peu long. L'idée à retenir, c'est que l'approche bayésienne, c'est juste une forme qui est plus complexe, parfois plus précise, de définition de marge d'erreur et de probabilité de date. Mais ça ne vient pas remettre en question les dates. Et il faut juste rajouter des paramètres. Et en tout cas, voilà, une date est toujours indiquée par des bornes de probabilité à 2 sigma. Et donc, ça c'était bien pour finir. Quand on publie une date dans un article, il faut mettre au moins le nom du laboratoire, au moins la date radiocarbone conventionnelle et la date calibrée. Et tant mieux si on met le ratio carbone 12, carbone 13,
La date brute, c'est pas mal aussi. Et le matériau, ça c'est pas mal. Voir la courbe de calibration et le logiciel utilisé, ça c'est bien. La courbe de calibration, je trouve que c'est bien quand elle est dans le logiciel. Voilà, donc c'est tout pour ce cours, qui en effet a été très long. J'espère que le montage sera pas trop long. Je vous ai mis une petite recette originale après. N'hésitez pas à la regarder. Vous pouvez aussi me poser des questions dessus, hein, faut pas hésiter. Voilà. Et puis sinon, bah, eh ben, portez-vous bien et à la prochaine. Rebonjour, si vous m'avez vu après la vidéo sur les stats. Je finis par être perdu dans le. Il y a une timeline, vous verrez, il y a toute une histoire qui se suit d'une vidéo à l'autre, et à la fin, le monde explose. Qu'est-ce que je racontais? Non, je rigole, de toute façon, on reste tout seul. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Vous n'avez pas été nombreux à me la demander parce que de toute façon, vous êtes 15 à regarder les cours déjà, donc les vidéos de recettes, je me doute un peu moins. Et vous allez voir, c'est quelque chose, une recette avec laquelle vous surprendrez tous vos amis, toute votre famille. Alors en ce moment c'est compliqué, mais déjà vous vous surprendrez vous-même, voilà. Et puis sinon vous pouvez aussi surprendre le fantôme de votre chat, par exemple, regardez. Miaou. Ouais, il est content. Mon chat est content et en plus va manger de la mayonnaise, vous voyez, il avait pas le droit quand il était vivant. Comme quoi, c'était... Alors, on va continuer, comme quoi c'est pas si grave s'il est mort. Alors, aujourd'hui donc la mayonnaise à la mangue. Pour la mayonnaise à la mangue, en fait c'est une recette de Michel Guérard, c'est un très grand chef, et il a nommé cette recette l'œuf mayonnaise en fait du café Eugène, parce que le café Eugène c'est un café au début du XXe siècle parisien où on aurait inventé l'œuf mayonnaise. Je sais pas si vous savez, mais l'œuf mayonnaise c'est vraiment la recette un peu mythique, la recette avec laquelle on vient la recette avec laquelle on est censé pouvoir juger de n'importe quel bistrot. C'est un peu un dénominateur commun. Et donc, Michel Guérard a développé cette recette d'œuf mayonnaise à la mangue. Alors, la mayonnaise à la mangue, en fait, c'est pas une mayonnaise intégralement faite à la mangue. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que c'est assez rapide finalement. J'ai déjà préparé un peu les choses en amont, évidemment. Déjà, il nous faut une mayonnaise. Vous voyez que celle-ci, elle est ferme exactement comme j'aime. Vous voyez, elle va venir napper l'œuf mayonnaise. Donc, c'est parfait. Donc, on fait une mayonnaise neutre, juste de la moutarde normale, et c'est tout, pas d'épices, rien de particulier. Vous voyez, pas comme on a fait la dernière fois. Il vous faut une mayonnaise vraiment neutre. Dans cette mayonnaise vraiment neutre, on va mettre 4 cuillères à soupe. On y va, hein, on est bon sur les... Et 4 de mayonnaise normale. Et en fait, à cette... j'en mets partout. Bon, c'est pas grave parce que... Voilà. Et à cette mayonnaise, on va venir lui associer plusieurs éléments. Alors, déjà 60 g de purée de mangue. On y va. Voilà. En plus, c'est la saison des mangues. Non, c'est une blague parce qu'il n'y a pas de saison. C'est dans une autre hémisphère, puis on les fait pousser sous serre. Alors, donc, une cuillère à soupe d'expresso. Alors, si vous n'avez pas d'expresso, de machine à expresso, c'est normal parce que vous êtes étudiant comme moi, donc pas très riche. Ça marche avec les cafetières à piston. En revanche, le café filtre, c'est même pas la peine d'y penser. De toute façon, si vous vous nourrissez de ça, je vous juge pas, mais me le dites pas dans vos partiels, quoi. Alors, hop, on y va. Une cuillère à soupe d'expresso. Et ensuite, une cuillère à café de sauce. Alors moi, j'aime bien de sauce soja claire. Alors on la trouve chez Tang, donc en ce moment c'est compliqué d'en racheter, mais vraiment je trouve qu'elle est parfaite pour le travail. Donc une cuillère à café de sauce soja, donc de la sauce soja claire. Et enfin, une grosse cuillère moi j'ai mis 2 cuillères à café de crème de coco, ou de lait de coco, ça ira très bien aussi. On y va. Et maintenant on mélange. Alors ça va nous faire un truc très liquide, mais c'est pas très grave. De toute façon, au pire, si c'est trop liquide, on rajoute de la mayonnaise. Là je vais en rajouter un peu, je pense que je vais rajouter 2 cuillères. De toute façon, cette mayonnaise, j'ai faite pour ça. Donc voilà, on continue. Et là, vous voyez que c'est un peu épaissi. Mais c'est le but de toute façon. C'est que ce soit... Voilà, on ait quelque chose d'un peu épais comme ça. Voilà, vous voyez. Et ça va venir napper notre œuf. Vous allez voir, c'est une tuerie. Parce que le but, évidemment, c'est pas de mettre toute cette mayonnaise sur notre œuf. En fait, si on garde une partie de la mayonnaise, parce qu'en fait, normalement, l'œuf mayonnaise traditionnel, on est censé le faire comme ça. On met la moitié de la mayonnaise dans une macédoine de légumes, et l'autre, on la garde pour les œufs. Donc ici, en clair, c'est la mayonnaise qu'on aurait mis pour la macédoine. Donc ce qui fait que vous voyez qu'elle est plus liquide. Ouais, on voit à la caméra. Et maintenant, on goûte. C'est super méga bon. Franchement, c'est une tuerie. Alors,
quelle recette préparer, quelle salade préparer avec ça. On va pas faire une mayonnaise, qu'est-ce que je raconte, on vient de faire une mayonnaise. On va pas faire, c'est un poil salé. C'est pas très grave. Alors, on va pas faire évidemment une salade, une macédoine classique. Et c'est pour ça que je vais préparer des petits haricots coco. Et ouais, vous voyez, ils sont tout prêts. Alors, dans un bol, on va venir mettre 4 cuillères à café, 4 bonnes cuillères à café de haricots coco. Vous voyez, ils sont bien cuits. Hein. Les haricots, les mangez pas assez cuits parce que de toute façon, c'est dégueulasse. C'est pas bon. Voilà. Je couperai, promis, je mettrai un bip. Je vais en goûter un. Là, ok, c'est bon. Il s'écrase bien sous la dent. Bon, moi, je vais me mettre un tout petit peu plus, voilà. J'ai des petites cuillères en même temps, donc bon. Voilà. Là-dessus, on va venir mettre un peu de notre mayonnaise. On y va doucement, voilà. L'équivalent de 4 cuillères, là pour le coup, pas 4 grosses, de vraiment 4 cuillères à café, à soupe de mayonnaise. Et une petite vinaigrette en fait. Et ouais. Voilà, je mélange tout ça. Et maintenant, avec une fourchette, je mélange doucement. Doucement parce qu'on veut quand même que tout soit reconnaissable et visible. Voilà. Bon là j'ai peut-être mis un tout petit peu trop de mayonnaise. C'est pas grave, je peux remettre de toute façon, il me restait plein de haricots. Voilà. Ça ira en fait, ça ira très bien. Et maintenant, j'ai préparé, ça je vais le laisser là, mon œuf. Alors l'œuf mayonnaise, l'œuf dur de toute façon, vous avez dû en souffrir parce qu'à chaque fois on y a droit dans les pique-niques. C'est un truc qui est souvent beaucoup trop cuit. Vous voyez ici mon œuf, 8 minutes dans l'eau frémissante. Hein, il est beau, il est encore jaune orangé, vous voyez qu'il est encore un peu mou. Les jaunes sont encore un peu mous. C'est comme ça que ça se mange parce que sinon c'est quand même pas très mangeable, hein, on va le reconnaître. Donc ici, on met, j'ai plus de cuillère, force de toutes les utiliser et de les bazarder. Voilà, ici on met notre petite salade de coco. Vous voyez, en plus c'est joli. Voilà. Et, voilà, faut pas que trop, voilà, c'est un peu liquide. Et maintenant, sur mon œuf, je viens, voilà, comme ça, sur le côté. Moi, j'aime bien pas le mettre dessus parce que voilà. Alors, vous voyez que sur la présentation, j'ai pas voulu faire d'effort parce que bah, j'ai la flemme. Pour le coup, l'avantage de mon chat fantôme, c'est qu'il est pas trop embêtant sur la présentation. Voilà. Et comme ça, vous voyez, je vous ai préparé une magnifique petite entrée pour deux en confinement. Pour deux avec son chat fantôme, évidemment, parce que sinon, faut faire un petit effort de présentation. Voilà, et ben, on se voit peut-être la semaine prochaine si les cours sont toujours enregistrés. Et portez-vous bien.